Moi, c'est Cheikhouna Seck, mais vous me connaissez sous un autre nom, Ngaka Blindé. J'ai grandi là où chaque jour était un combat, là où les rêves ne duraient pas longtemps. Dans les ruelles de Dakar, j'ai appris à me faire entendre sans crier. J'ai choisi le rap comme bouclier, comme arme, comme voix. J'ai affronté les clashs, les coups bas, la prison, les critiques. Mais j'ai jamais plié. J'ai écrit ma vie sur des beats, avec des mots qui brûlent et qui soignent. Ce que vous allez entendre ici, c'est pas juste mon parcours. C'est une guerre que j'ai livrée avec le cœur, une vérité que je vous dois. Voici mon histoire. Je m'appelle Ngaka Blindé, et mon histoire commence à Pikine, ce quartier vibrant et populaire de la banlieue dakaroise où les rêves sont aussi nombreux que les obstacles qui se dressent devant nous. Je suis né dans une famille modeste, dans un environnement où la débrouillardise est une seconde nature et où la rue t'éduque autant que ta propre mère. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que pour exister, il fallait faire du bruit. Il fallait marquer son territoire, se battre pour sa place. Pikine, c'est une école de la vie. Chaque jour était une lutte, mais aussi une inspiration. C'est dans ce terreau que ma voix a commencé à se former. Je suis le fruit d'un Sénégal urbain, chaotique, vivant, où les générations se croisent dans un tumulte de culture, de frustration et de rêves inachevés. Mon enfance n'a rien eu de spectaculaire, et c'est peut-être pour cela qu'elle m'a forgé. Je n'ai pas grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Je suis un fils de la rue, un gosse qui a appris à jongler entre les responsabilités familiales, l'école publique et la musique qui devenait peu à peu ma respiration. Très jeune, j'ai été marqué par le flot des grands du rap galsen. J'écoutais des pionniers comme Positive Black Soul, Dara G, et plus tard des artistes comme Simon, Xuman ou encore Fou Malade. Leurs paroles résonnaient en moi comme des leçons, des coups de poing dans la conscience. Je me suis mis à écrire des textes dans un petit cahier d'écolier. Je griffonnais des rimes, je testais des punchlines. Au début, c'était pour m'exprimer, puis c'est devenu une manière de survivre. J'ai toujours eu cette rage de dire les choses, même les plus dures, même quand ça dérangeait. À l'école, je n'étais pas le plus discipliné. J'étais ce genre d'élève qui avait toujours une vanne, une blague ou une punchline à placer. Je me faisais souvent remarquer, pas toujours de la bonne manière. Mais j'ai toujours eu cette faculté à observer les autres, à comprendre leurs blessures, à ressentir leur mal-être et à en faire des mots. Je voyais autour de moi les jeunes perdre leurs repères, tomber dans les pièges faciles de la rue, et je me suis promis de prendre un autre chemin. Un chemin où la parole serait une arme. C'est vers l'adolescence que j'ai vraiment pris conscience que j'avais quelque chose de différent. Je rappais pour mes amis, dans les coins de rue, dans les terrains vagues, pendant les pauses au lycée. Ils m'écoutaient avec des yeux qui brillaient. Ils me disaient que j'avais un style, que ma voix portait. C'est là que le nom de Ngaka a commencé à circuler. À l'époque, j'étais encore loin d'être blindé. J'étais juste un jeune du quartier qui rêvait en grand. Le nom, Ngaka Blindé d'ailleurs, il ne vient pas de nulle part. Ngaka, c'est le guérisseur, le tradipraticien, celui qui soigne avec la parole. Moi, je voulais soigner les consciences avec mes textes et blinder, parce que je voulais être invincible, résistante aux critiques, aux coups bas, aux galères. Ce nom, c'est toute une philosophie de vie. C'est aussi un défi que je me suis lancé. Être à la fois une voix qui soigne et un esprit blindé face aux tempêtes. Ma première vraie scène, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était lors d'un petit festival local à Pikine. Il n'y avait pas de lumière, pas de grands moyens, juste une sono grésillante et un public chaud bouillant. Mais ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose d'unique. Quand je suis monté sur scène, quand j'ai commencé à rapper, j'ai vu les têtes hocher, j'ai vu les regards se lever. J'ai senti que les mots que je lançais touchaient quelque chose de profond. Ce moment-là m'a confirmé que je n'étais pas juste un gamin qui rimait dans son coin. J'étais un artiste en devenir. À partir de ce moment, je me suis investi à fond dans le rap. J'ai intégré des collectifs, j'ai participé à des battles, j'ai arpenté les open mic, les petites radios communautaires. Chaque occasion était bonne pour faire entendre ma voix. J'étais partout. Et partout, je laissais une trace. Ce n'était pas toujours facile. Il y avait des moments de découragement, de rejet, des portes qui se fermaient, mais je tenais bon. J'avais foi en moi. Je savais que mon heure viendrait. Le plus dur, c'était de se faire une place dans un milieu déjà saturé, où beaucoup de talents galéraient à émerger. Il fallait être original, percutant, stratégique. Moi, j'ai misé sur l'authenticité. Je parlais de Pikine,
de la banlieue, de nos douleurs, de nos espoirs. Je faisais du rap pour les miens. Je ne cherchais pas à plaire à tout le monde. Je voulais juste que ceux qui vivent les mêmes réalités que moi se sentent représentés. Peu à peu, ma notoriété a grandi. Le bouche à oreille a fait son travail. Les gens ont commencé à me citer, à partager mes freestyles. J'ai compris que je n'étais plus un simple rappeur de quartier. J'étais en train de devenir un symbole pour une génération. Et ça, c'est une responsabilité énorme. Une responsabilité que j'ai décidé d'assumer pleinement. Dans ce chapitre de ma vie, il n'y avait pas encore les clashs, les feux des projecteurs ou les grosses scènes. Il y avait juste un jeune qui croyait que la parole pouvait tout changer. Un gosse de Pikine, avec un micro comme seul fusil et des rêves plus grands que les murs de son quartier. Je me souviens exactement du moment où tout a commencé à basculer. Pas brutalement, pas comme un éclair dans le ciel. Non, c'était plus subtil que ça. Une montée progressive, une graine qui germe, une voix qui commence à faire écho au-delà de Pikine. Le moment où mon nom a cessé d'être prononcé uniquement dans les ruelles de mon quartier et a commencé à apparaître dans les discussions sérieuses sur l'avenir du rap sénégalais. Je n'avais pas encore de label, pas de producteur attitré, encore moins de manager. Ce que j'avais, c'était une conviction, une urgence dans le ventre, une rage dans la gorge. J'avais aussi ma bande, des gars sûrs, des frères du quartier, qui croyaient en moi. On traînait, on rêvait, on écrivait, on testait des flows dans des chambres étroites aux murs décrépits, avec des micros branchés sur des vieux ordinateurs portables. C'est dans cette ambiance que sont nées mes premières chansons sérieuses. Des morceaux comme Yobalema, Lou Yagfi ou encore Sénégal Rec ont été écrits dans cette intimité brute, sans maquillage, sans stratégie marketing. Mon style, je l'ai développé naturellement. Je n'ai jamais essayé de copier qui que ce soit. Bien sûr, j'ai eu des influences. Fou Malade pour sa brutalité poétique, Simon pour sa vision, Xuman pour son engagement, et même des artistes internationaux comme Booba ou Kerry James pour leur manière de transformer la rue en vers. Mais au fond, je voulais créer une voix qu'on reconnaît en quelques secondes. Ce mélange entre l'arrogance de la banlieue et la profondeur d'un griot moderne. Mon flow devait être une signature et mes textes un miroir. Ce qui a commencé à m'ouvrir les portes, c'est ma manière de parler le Wolof. Crûment, avec style, avec une manière de jouer sur les mots, les images, les proverbes. Je ne voulais pas faire du rap simplement pour impressionner. Je voulais faire réfléchir, provoquer, bousculer. Très vite, j'ai compris que les gens n'écoutaient pas seulement ce que je disais. Ils ressentaient, ils se reconnaissaient. J'étais devenu leur porte-voix. Ma chanson Yobalema a été un tournant. Je l'ai balancée sur YouTube sans moyens, sans pub. Mais le morceau a circulé comme une traînée de poudre. On y entendait une voix nue, honnête, brutale. Le clip était simple, filmé avec les moyens du bord, mais sincère. C'est ce morceau qui m'a donné ma première vraie reconnaissance en dehors de la banlieue. Des jeunes de Médina, de Guédiawaye, de Dakar Plateau même, me contactaient sur Facebook, me remerciaient, me citaient. Je commençais à exister dans le paysage du rap galsen, et pas comme une étoile filante, mais comme une promesse. Peu après, j'ai sorti Lou Yagfi. Là, j'ai senti que quelque chose avait changé. Ce morceau, c'était une lettre d'amour et de révolte, adressée à mon peuple. Une manière de dire que rien ne nous est impossible, que tout ce que les autres ont fait, on peut le faire ici aussi, à condition d'y croire et de ne jamais plier. La manière dont le public a réagi m'a bouleversé. J'ai vu des vidéos d'enfants qui récitèrent mes paroles comme des prières, des lycéens qui chantaient mes refrains en classe, des mamans du quartier qui me bénissaient. J'étais passé d'un rappeur local à une voix qui portait un peu plus loin. J'ai commencé à être invité dans des événements. Pas encore les grands festivals, mais des scènes qui comptaient. Des showcases à Rufisque, à Thiès, à Embourg. Partout où j'allais, je sentais que l'énergie montait. Mon public grossissait, et moi je me sentais pousser des ailes. Mais je restais humble. Je n'oubliais pas d'où je venais. Chaque concert était un test. Chaque micro, une preuve à donner. À cette époque, je fonctionnais sans label. Je refusais les propositions qu'on me faisait. J'avais trop vu de jeunes talents se faire manger par des producteurs sans scrupules. Moi, je voulais construire ma carrière à ma manière, avec mes codes, mes valeurs, mon indépendance. Je n'avais pas besoin de beaucoup d'argent, je voulais juste être libre de dire ce que j'avais sur le cœur, même si ça dérangeait. Un autre moment marquant, c'est ma collaboration avec One Lyrical.
Ce gars-là, c'est un tueur en freestyle. On s'est trouvés sur la même longueur d'onde. 2 fous du micro, 2 lyricistes, 2 guerriers. Le morceau qu'on a fait ensemble a cassé Internet. Les gens n'en revenaient pas. 2 styles différents, mais une même rage, une même vision. Cette collaboration m'a ouvert encore plus de portes, y compris auprès de ceux qui jusque-là me regardaient de haut parce que je venais de Pikin. Je commençais aussi à développer mon image. Je savais que dans ce milieu, le style comptait. Les clips devenaient plus soignés. Je bossais avec des jeunes réalisateurs sénégalais très talentueux. Je voulais que l'image colle à mon message. Brut, mais élégant. La rue, mais avec une esthétique, une violence poétique. Un des morceaux qui a aussi marqué un tournant, c'est Shona. Là, je m'étais dit, fais-toi plaisir, envoie du flow, montre que tu peux aussi faire bouger les têtes. Le succès a été immédiat. Le morceau est passé en boucle dans les radios, les jeunes le mettaient en fond dans leur TikTok, il devenait un hymne des rues. J'étais content, pas juste pour moi, mais parce que je voyais qu'on pouvait faire du rap galsen qui percute, qui divertit, sans trahir nos racines. Mais le succès, ça attire aussi les regards, les jalousies, les clashs. Je le sentais venir. Certains anciens me prenaient de haut, pensaient que j'étais juste une mode. D'autres rappeurs, dans l'ombre, commençaient à m'envoyer des pics. Mais moi, je restais concentré. J'avais ma route, j'avais mes fans. Je n'étais pas là pour jouer les stars, j'étais là pour représenter, pour parler aux vrais, aux oubliés, aux banlieusards, aux gosses qui n'ont rien. Ce deuxième chapitre de ma vie, c'est celui de l'éclosion. Le moment où j'ai compris que ce que je portais en moi, ce feu, cette voix, pouvait changer les choses. J'étais plus qu'un rappeur. J'étais devenu un symbole, un porte-drapeau. Et désormais, il n'était plus question de reculer. Je savais que ça viendrait. À vrai dire, je l'attendais. Le rap, surtout au Sénégal, c'est pas un jardin de fleurs. Quand tu commences à monter trop vite, à faire du bruit, à déranger les anciens équilibres, il faut t'attendre à des tirs. Et dans le rap galsen, les tirs viennent rarement de front. Ils arrivent te masquer, par des phrases glissées dans un freestyle, par des tweets anodins, par des regards froids en coulisses. Mais je suis un enfant de Pikin. On m'a appris à lire entre les lignes, à sentir les balles avant qu'elles ne sifflent. Mon premier vrai clash médiatisé, c'est venu d'un morceau que j'ai lâché sans calcul. Un freestyle à l'ancienne, brut, sans refrain. J'y disais simplement ce que je pensais, que certains rappeurs avaient vendu leurs plumes, qu'ils avaient cut-roqué le micro pour des fauteuils confortables dans des bureaux climatisés. Je ne citais pas de nom, mais évidemment, ceux qui se sont sentis visés n'ont pas apprécié. Quelques jours plus tard, un ancien du game, un vétéran que je respectais pourtant, a balancé une vidéo. Il m'y traitait de gosse arrogant, de rappeur à buzz sans substance, insinuant que je surfais sur l'émotion populaire sans réelle vision artistique. Ça a piqué, sincèrement. Mais ça ne m'a pas abattu. J'ai répondu comme je sais le faire, en musique, le freestyle. Gatsa Gatsa. C'était ma réponse. Un morceau nerveux, technique, où je remettais les pendules à l'heure. Je n'ai pas insulté. J'ai montré que ma plume, elle saigne, mais elle coupe aussi. Le clash a enflammé la toile. Les fans se sont divisés. Certains disaient que j'étais irrespectueux. D'autres saluaient mon audace. Moi, je ne cherchais pas à diviser. Je voulais juste défendre ma place. Je viens de loin. J'ai grandi dans des quartiers où on t'écrase si tu ne fais pas entendre ta voix. Alors oui, j'étais prêt à me battre, mais à ma manière, avec des mots. Mais cette période n'a pas été facile. Car au-delà des clashs entre rappeurs, j'ai commencé à recevoir des critiques plus profondes, plus personnelles. On me reprochait d'être trop dur, trop violent dans mes textes. Certains journalistes m'accusaient de glorifier la banlieue comme si c'était un choix de vie dangereux. D'autres me présentaient comme un rappeur à polémique, qui ne survivrait pas sans clash. Je me suis parfois demandé, est-ce que je vais trop loin ? Est-ce que mon style dérange parce qu'il est sincère ? Ou est-ce que je devrais adoucir le ton pour plaire à plus de monde ? Mais à chaque fois que je doutais, je recevais un message d'un jeune de Yeumbeul, ou de Dalifort, ou de Kaolack, qui me disait « Ngaka, ne change pas, tu nous représentes ». Et ça valait plus que toutes les chroniques. À un moment, on m'a aussi attaqué sur ma vie personnelle. Certains blogueurs, en manque de buzz, ont inventé des histoires. Des rumeurs sur mes fréquentations, sur des altercations que je n'ai jamais eues. J'ai dû apprendre à encaisser, à ne pas répondre à tout, à rester concentré sur l'essentiel, ma musique.
Un des épisodes les plus durs, c'est quand on a voulu m'accuser à tort d'avoir incité à la violence à travers une de mes chansons. Je parlais d'un jeune qui se battait pour survivre, pour s'en sortir, pour défendre son honneur. Mais certains ont vu ça comme une apologie de la haine. La chanson a failli être censurée sur certaines plateformes locales. J'ai dû faire une interview à la radio pour m'expliquer. Clarifier mon message. Expliquer que je ne suis pas un gangster. Je suis un conteur. Je parle de ce que je vois, de ce que je vis. Mais au fond, toutes ces épreuves m'ont forgé. Elles m'ont obligé à me positionner, à assumer qui je suis. J'ai compris que le rap, ce n'est pas seulement un art, c'est un espace politique. Quand tu montes sur scène, tu parles pour des milliers de gens qui n'ont pas de micro. Et chaque mot compte. Chaque mot peut blesser ou guérir. Chaque mot peut réveiller ou endormir. Moi, j'ai choisi de réveiller. À cette époque, j'ai aussi vécu des moments de solitude, loin des caméras, des réseaux sociaux. Des moments où je me posais des questions profondes. Est-ce que j'ai vraiment ma place ici ? Est-ce que je peux continuer à rapper sans me trahir ? Est-ce que je suis en train de perdre ma paix intérieure pour une reconnaissance extérieure ? Ce sont des questions que beaucoup de jeunes artistes se posent, mais peu en parlent. J'ai eu des nuits blanches. J'ai douté. Mais j'ai toujours écrit. L'écriture, c'était ma thérapie. C'est d'ailleurs dans cette période de trouble que j'ai écrit l'un de mes morceaux les plus personnels, Mambaye. Un hommage à mon grand-père, à mes racines, à ma culture. Un morceau sans rage, juste de la tendresse, de la gratitude. Les fans ont été touchés. Certains ont dit que c'était la première fois qu'ils me voyaient sans armure. Ça m'a fait du bien. Ça m'a rappelé que je pouvais être multiple, fort et fragile, colérique et tendre, rapide et réfléchi. Un autre clash est venu plus tard, avec un jeune rappeur qui essayait de percer en me provoquant directement. Il m'a cité dans un freestyle, m'accusant d'avoir pris la lumière et laissé la rue dans le noir. J'ai hésité à répondre, et puis je me suis dit « Non, je ne suis plus dans cette énergie. Je ne veux pas nourrir une guerre qui ne sert que les vues YouTube. » J'ai préféré l'ignorer. Et à ma grande surprise, beaucoup de mes fans m'ont soutenu. Ils ont compris que je grandissais, que je n'avais plus besoin de répondre à tout pour exister. Ce chapitre de ma vie m'a appris à canaliser ma force, à transformer la colère en réflexion, à comprendre que la provocation est facile, mais que la construction est plus difficile. Aujourd'hui encore, je suis critiqué. Je suis incompris. Mais je suis debout. Je suis entier. Et je sais que chaque cicatrice, chaque attaque, chaque clash m'a rendu plus solide. Le rap galsen a besoin de diversité, de voix différentes, d'opinions qui se confrontent sans se détruire. Moi, j'ai choisi mon camp, celui des sans-voix, et quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas ce micro. Il y a un moment dans la vie d'un homme où tout ce qu'il croyait solide commence à vaciller, où les certitudes se brouillent, où la route devient floue. J'avais traversé des clashs, des critiques, la méfiance du milieu. Mais rien ne m'avait vraiment préparé à cette tempête-là. Une tempête que je n'ai pas vue venir, et qui a failli tout emporter. Je m'en souviens comme si c'était hier, ce jour où tout a basculé. C'était en décembre 2017, une journée ordinaire. J'étais dans ma routine, un déplacement banal. J'avais sur moi une grosse somme d'argent, pour des affaires personnelles, pour avancer des projets qui me tenaient à cœur. On m'a arrêté, et là, tout s'est emballé. On m'a accusé de détention de faux billets. Les policiers ont cru, ou ont voulu croire, que j'étais impliqué dans un réseau de fausses monnaies. Moi, Ngaka blindé. Moi qui me bats depuis le début pour m'en sortir dignement. Moi, le rappeur des quartiers, qu'on a toujours voulu réduire à des clichés. Quand j'ai été placé en garde à vue, puis en détention préventive, c'était irréel. Un cauchemar éveillé. Je n'avais jamais mis les pieds dans une cellule. Et soudain, je me retrouvais enfermé, loin des miens, coupé du monde. J'avais mal. Pas seulement à cause de l'injustice, mais aussi à cause de l'image. Je savais que dehors, les gens parlaient, qu'ils doutaient, qu'ils jugeaient. Certains disaient que j'étais fini, que mon ascension avait été trop rapide, que la chute était inévitable. Je suis resté en prison pendant plus de 5 mois. 5 mois à ruminer, à me demander « Pourquoi moi ? Est-ce que ma réussite dérangeait ? Est-ce que quelqu'un avait voulu me nuire ? Est-ce que c'était un test de Dieu ? » J'ai beaucoup pleuré. Pas devant les autres, non.
mais la nuit, dans le silence. Je pensais à ma mère, à mes proches, à mes fans, à tous ceux que je décevais malgré moi. Mais en prison, j'ai aussi rencontré une autre réalité, celle des oubliés, des hommes brisés par le système. Certains étaient là depuis des années, sans jugement. D'autres, coupables de petits délits, croupissaient, faute de moyens pour payer une caution. J'ai vu la misère judiciaire de notre pays de l'intérieur, et ça m'a changé, profondément. J'ai commencé à écrire. Encore plus qu'avant. Des textes sombres, durs, viscéraux, des confessions, des colères, des cris silencieux. Certains de ces textes sont restés dans mes carnets. D'autres ont donné naissance à des morceaux plus tard, comme Jotna, où je parlais de justice, d'injustice, de patience, de foi. Cette chanson, elle est née dans le froid de ma cellule. Ma famille a souffert, ma mère surtout. Elle ne comprenait pas. Elle savait que je n'étais pas un bandit. Elle priait, elle se battait. Chaque jour, elle faisait le trajet pour venir me voir, même quand c'était interdit, même quand elle n'avait pas les moyens. C'est pour elle que je suis resté debout. C'est pour elle que j'ai survécu à cette épreuve. Mon avocat s'est battu lui aussi. Il a prouvé que je n'avais jamais tenté d'écouler la moindre fausse monnaie, que je ne savais même pas que certains billets pouvaient être faux, que j'avais toujours agi de bonne foi. Et après plus de 5 mois de détention, j'ai été libéré sous contrôle judiciaire. L'affaire n'était pas encore totalement classée, mais j'étais dehors, libre. Enfin, quand je suis sorti, j'étais différent, plus méfiant, plus silencieux, mais aussi plus mature. J'avais compris que la vie ne tient qu'à un fil, qu'en un instant, tout peut basculer. J'ai aussi compris que la célébrité attire les pièges, que tout le monde ne veut pas ton bien, qu'il faut être prudent, sélectif et toujours droit. Certains m'ont tourné le dos, des amis ont disparu, mais d'autres sont restés, des vrais, ma team, mes frères, mon public, et c'est avec eux que j'ai reconstruit. Pas à pas, avec humilité, avec vérité. Ce moment de ma vie, j'ai voulu le transformer, en énergie, en parole, en transmission. C'est de là qu'est née une autre chanson très forte. Doina. Dans ce morceau, je parle de toutes les pressions sociales, de toutes les épreuves qu'on cache, de cette fatigue qu'on porte sans la dire. Doina a été un exutoire, une délivrance. Beaucoup de jeunes m'ont écrit après l'avoir écouté. Ils me disaient « Ngaka, tu as mis des mots sur ma douleur ». Et ça, c'était ma victoire. Mais tout n'était pas encore fini. Il fallait aussi réparer l'image, redonner confiance, réexpliquer. Certains journalistes sont venus vers moi pour faire des interviews sensationnalistes. J'ai refusé. Je ne voulais pas vendre ma douleur. Je voulais qu'on m'écoute pour ce que je fais, pas pour ce que j'ai subi. Dans cette période, j'ai aussi décidé de me rapprocher davantage de ma spiritualité. J'ai recommencé à prier plus régulièrement, à méditer, à lire, à chercher le sens de tout ça. Je me suis même retiré quelque temps de la scène, des réseaux, pour me reconstruire, mentalement, artistiquement, humainement. Puis j'ai fait mon retour, en silence, sans tapage, avec un projet plus mûr, plus profond. J'ai compris que ce que j'avais vécu n'était pas une malédiction, c'était un passage, une épreuve initiatique, et j'ai décidé d'en faire une force, pas une honte. Aujourd'hui, quand je parle aux jeunes, je leur dis toujours « Ne vous fiez pas aux apparences. Le succès, c'est fragile, et la dignité, c'est ce qu'il y a de plus précieux. J'ai appris à vivre avec ce passé, à ne pas le cacher, mais à ne pas le laisser me définir non plus. Ngaka Blindé, ce n'est pas juste un rappeur de Clash. Ce n'est pas juste un enfant de la banlieue. C'est aussi un homme qui est tombé et qui s'est relevé. Par la musique, par la foi, par l'amour des siens. Et ce que j'ai vécu dans cette cellule, je ne l'oublierai jamais. Parce que c'est là que j'ai compris ma mission. Je ne suis pas là juste pour divertir. Je suis là pour dire, pour témoigner, pour faire entendre les voix qu'on n'écoute jamais. Quand je suis sorti de prison, j'ai retrouvé un monde que je connaissais, mais qui ne me connaissait plus. En 5 mois, le paysage avait changé. Les réseaux sociaux avaient continué de tourner. De nouveaux artistes avaient émergé. Des tendances avaient explosé. Mon absence avait laissé un vide, mais aussi des interrogations. Certains pensaient que j'étais fini, que j'allais disparaître dans le silence, rongé par la honte ou la rancune. Mais moi, je ne voyais pas les choses comme ça.
J'étais revenu avec une rage nouvelle, une conscience plus profonde. J'avais touché le fond. J'avais senti le froid du sol. Et maintenant, je voulais remonter. Pas juste pour rapper, mais pour exister pleinement. Pour montrer que l'homme derrière l'artiste avait grandi. La première chose que j'ai faite, c'est de reprendre le micro. Pas pour faire du bruit, pas pour clash, mais pour dire, pour raconter, pour expulser ce que j'avais gardé en moi pendant ces mois d'enfermement. J'ai écrit jour et nuit, j'ai composé, j'ai affûté mes textes comme jamais. C'est dans cette période que j'ai créé un morceau fondamental, Doxandéem. Ce son, c'était mon cri, ma manière de dire « je suis encore là ». Doxandéem, ça veut dire la marche en Wolof. Et moi, je marchais encore, malgré tout, malgré les regards, malgré les doutes. Ce morceau, je l'ai voulu sobre, puissant, cru. Il m'a permis de reconnecter avec ma fanbase, de dire la vérité sans détour. J'ai aussi compris que je ne pouvais plus revenir avec les mêmes codes qu'avant. L'époque des clashs gratuits était derrière moi. J'avais fait le tour du game des pics et des tacles. Il était temps de proposer autre chose. De parler de la rue, oui. De mes racines, oui. Mais avec un fond, avec du sens. C'est ainsi que mon style a commencé à évoluer. J'ai commencé à intégrer plus de storytelling dans mes sons, plus d'images, plus de profondeur. Je voulais qu'un gamin de Pikine, un étudiant de Dakar, un père de famille de Ziguinchor ou un émigré à Paris puisse se reconnaître dans mes paroles. Je suis retourné en studio avec mes gars. On a retravaillé notre sonorité. On a creusé. On a innové. Et on a lancé des morceaux plus conscients, comme Gogbi, un hommage au quartier avec tout ce qu'ils contiennent de beauté, de misère, d'espoir et de violence. Ce son, c'était une peinture sonore, un cri d'amour pour la banlieue. Mais l'un des tournants majeurs de cette renaissance a été le morceau Yakaruma Sikao. Là, je suis allé encore plus loin. J'ai parlé des désillusions, des rêves trahis, des attentes déçues. Le refrain, chanté avec une émotion brute, a touché beaucoup de monde. Des jeunes me disaient « c'est comme si tu parlais pour moi ». Et c'est ça que je voulais, que mes douleurs servent à parler des leurs. Mais ce retour n'a pas été facile. Il a fallu reconquérir. Montrer que j'étais plus qu'un rappeur revenu de prison. Il fallait prouver que j'étais un artiste complet, un homme reconstruit. Certains médias m'ignoraient encore, d'autres me regardèrent de loin. Mais petit à petit, à force de travail, de sons solides, de clips bien réalisés, on a fait notre chemin. Ma fanbase m'a beaucoup soutenu. Les vrais étaient là. Ils partageaient mes sons, ils commentaient, ils m'envoyaient des messages. Je sentais qu'il y avait une attente, une vraie attente. Pas juste de la curiosité, mais de la fidélité. C'est cette énergie qui m'a porté. J'ai aussi décidé de diversifier mes collaborations. Avant, je restais souvent dans mon cercle. Mais là, je voulais ouvrir. J'ai fait des feats avec des artistes comme Cannabas, Deep Dundugis, mais aussi des jeunes talents que j'avais repérés. Parce que pour moi, le rap, c'est une chaîne. Il faut tendre la main, toujours. L'un de mes feats marquants de cette période, c'est avec Momo Dieng, dans le morceau Borom Ndao. Ce titre, c'était un mélange entre tradition et modernité, une fusion entre mbalax et rap. Le public a adoré. Et moi, ça m'a rappelé que ma culture, mes racines, peuvent cohabiter avec l'innovation. C'est aussi à ce moment que j'ai commencé à réfléchir à un projet plus global. Pas juste des sons éparpillés, mais un vrai album conceptuel. Quelque chose de cohérent, qui raconte une histoire. C'est ainsi qu'est né Yin Gui. Un projet ambitieux, structuré, pensé comme un film. Chaque track était un chapitre, un témoignage, une pièce de puzzle. Mais ce projet, je ne voulais pas le faire dans la précipitation. J'ai pris mon temps. J'ai travaillé avec différents beatmakers. J'ai réécrit certains textes 10 fois. J'ai mis ma vie dedans, parce que je savais que je n'aurais pas le droit à l'erreur. Et pendant tout ce temps, je continuais de vivre, de ressentir, de grandir. J'ai eu des moments de doute, bien sûr, des nuits blanches, des conflits internes, mais aussi des moments de joie, des messages de fans, des rencontres inattendues, des concerts intimes. J'ai appris à savourer chaque étape. Ma vie personnelle aussi avait changé. Je n'étais plus seulement un jeune rappeur fougueux, j'étais devenu un homme, plus posé, plus réfléchi. J'ai commencé à me projeter, à penser à l'avenir, à ce que je voulais laisser derrière moi.
à ce que je voulais transmettre. Je me suis aussi beaucoup rapproché de la scène sénégalaise alternative. Des slameurs, des poètes, des musiciens acoustiques. Parce que j'aime la musique, au fond, pas juste le rap. J'aime les mots, les mélodies, les émotions, et je veux les explorer. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis que cette renaissance était nécessaire. J'aurais pu sombrer. J'aurais pu tout abandonner. Mais non, j'ai choisi de transformer la douleur en puissance, la chute en montée, le silence en parole. Ngaka Blindé est revenu. Mais pas comme avant, avec plus de profondeur, plus de responsabilité, plus d'humanité. Le rap, pour moi, a toujours été plus qu'un genre musical. C'est une manière de lire le monde, une façon de résister, un outil de survie pour ceux qu'on n'écoute jamais. Mais avec le temps, j'ai compris une chose fondamentale. Rap, c'est bien. Mais qu'on puisse rap avec conscience, c'est encore mieux. Et surtout, rap pour construire. Pas seulement pour dénoncer. Quand j'ai commencé à me repositionner après la prison, une question revenait sans cesse dans ma tête. Qu'est-ce que je veux vraiment dire? Et surtout, à quoi sert ma musique? J'ai passé des nuits entières à écouter les nouveaux sons du rap galsen. J'écoutais tout. Les anciens, les jeunes, les femmes, les collectifs, et j'ai constaté que le niveau avait monté, vraiment. Il y avait une richesse de flow, de technique, de son, mais souvent il manquait la profondeur. Il manquait l'âme. Des textes puissants, oui, mais parfois vides de sens. Alors j'ai décidé d'y remédier. Pas en critiquant les autres, mais en montrant un autre chemin. Je voulais remettre du sens dans nos mots, de la pensée dans nos punchlines. Pas juste parler de violence, de rue, de réussite, mais aussi de valeur d'apprendre, de justice, car de vision. C'est dans ce contexte que j'ai commencé à me rapprocher de certains mouvements sociaux. Des jeunes activistes, des étudiants, des profs, des artistes militants. On organisait des débats, des ateliers d'écriture, des concerts citoyens. Je me suis retrouvé à parler de citoyenneté, de futur, de rôle du rappeur dans la société. Et ça a transformé ma manière d'écrire. Prenons par exemple mon morceau, Diom Bourafé. Ce son, c'est une déclaration, une manière de dire que le courage, la dignité, ça se mérite. Et que ce pays, notre Sénégal, mérite des hommes et des femmes debout. Le clip, tourné dans les rues de Dakar, montrait des scènes de la vie quotidienne. Des vendeurs ambulants, des enfants talibés, des jeunes sans emploi. Je voulais qu'on voie la vraie vie. Pas juste les paillettes d'Instagram. Je ne fais pas de politique, mais je fais de la parole politique. Parce que dire la vérité, c'est un acte politique. Et à force de dire les choses, certaines autorités ont commencé à m'écouter. On m'invitait à des tables rondes, à des conférences sur la jeunesse. On me demandait mon avis. Et moi je parlais. Je ne mâchais pas mes mots. Parce qu'il y a des vérités qu'on ne peut plus cacher. Je parlais du chômage des jeunes, de l'exil forcé, de l'immigration clandestine, de ces pirogues pleines d'espoir qui coulent au large de Saint-Louis, de ces familles brisées, de ces rêves morts. Et je disais, nous, artistes, on a une responsabilité. Pas juste faire danser les gens, mais leur parler, les réveiller, les aimer. Un autre tournant important, c'est quand j'ai pris position sur les questions liées aux jeunes valeurs morales dans notre société. Je voyais l'hypocrisie. Les gens jugent les jeunes sur TikTok mais ferment les yeux sur la corruption, l'injustice, la violence domestique. Alors dans mes sons, je disais « Et parfois, dire la vérité, ça dérange, mais je l'assume ». Ce positionnement m'a aussi amené à repenser mes rapports avec les clashs dans le game. Avant, je fonçais tête baissée. Une pique, et je répondais. Un son contre moi, et je balançais une rafale. Mais aujourd'hui, je choisis mes combats. Je me demande toujours, est-ce que ça vaut le coup? Et souvent, la réponse est non. J'ai compris que le vrai clash, ce n'est pas entre rappeurs, c'est entre la réalité et le mensonge. Entre le beau discours et les actions concrètes. C'est ça mon combat maintenant. Pas les clashs de micro, mais les clashs de conscience. Pour autant, je ne me suis jamais éloigné du terrain. Je suis toujours là, dans les quartiers. Je participe à des maraudes, à des dons de sang, à des opérations de nettoyage. Je suis allé voir des jeunes en prison. J'ai discuté avec eux. Je leur ai dit « Tu peux te relever, regarde-moi. J'étais là où tu es, et je suis revenu. » Cette parole-là, elle a un poids, parce qu'elle est vraie. Elle ne vient pas des livres,
Elle vient de l'expérience, de la douleur, de la rue. Je suis aussi intervenu dans des écoles. J'ai parlé aux enfants, aux ados. Je leur ai raconté mon histoire, pas pour les faire pleurer, mais pour leur dire « on a le droit de tomber, mais on a le devoir de se relever ». Et puis, il y a les médias. Pendant longtemps, j'ai été méfiant. Je sentais que certains ne comprenaient pas mon message, mais j'ai appris à mieux communiquer, à choisir mes mots, à construire un discours. Parce que si tu ne racontes pas ton histoire, d'autres le feront à ta place. Aujourd'hui, quand je suis invité sur un plateau, je parle de musique, oui, mais aussi de jeunesse, de valeurs, de futur, pas. Je dis aux journalistes, posez-nous des vraies questions, pas juste avec qui tu veux faire un feat. Demandez-nous ce qu'on pense du monde. Ce chapitre de ma vie, c'est celui de l'engagement. Pas militant, pas partisan, mais humain. Je ne prétends pas tout savoir. Je ne suis pas un exemple. Mais j'essaie, chaque jour, de faire mieux, de dire mieux, de vivre mieux. Et si mes mots peuvent aider un seul jeune à ne pas baisser les bras, alors je continuerai. Encore et encore. Ngaka Blindé, aujourd'hui, c'est un homme debout. Un homme qui doute parfois, mais qui avance, parce qu'il sait que sa voix porte, et qu'il ne veut pas la gaspiller. On m'a souvent demandé ce que je voulais laisser derrière moi. Si je devais disparaître demain, qu'est-ce que les gens retiendraient de moi? Mes clashs, mes textes, ma prison, ma voix, ma rage? J'ai longtemps réfléchi à cette question. Et aujourd'hui, je crois avoir une réponse. Je veux laisser une trace, une vraie. Une trace qui aide les autres à avancer. Ces dernières années, ma carrière a pris un tournant que je n'avais pas imaginé au début. Quand j'ai commencé, je voulais juste faire entendre ma voix. Je voulais dire ma vérité. Mais aujourd'hui, ma voix porte plus loin que je ne l'aurais cru. Les radios la jouent, les télés m'appellent, les jeunes me citent, les écoles utilisent mes textes pour parler de société. Et je le mesure avec responsabilité. Après les hauts et les bas, je me suis lancé dans une série de projets que je considère comme des piliers. D'abord, ma musique a évolué. J'ai commencé à produire des albums plus construits, avec une cohérence narrative, un message clair. Mon projet, KRGI. Par exemple, n'était pas juste une compilation de sons, c'était une lettre ouverte au peuple. Une maison symbolique que je construisais, brique après brique, pour que chaque Sénégalais puisse y entrer et s'y reconnaître. Dans cet album, j'ai invité des voix différentes. Des griots, des chanteurs traditionnels, des jeunes beatmakers, des slammeurs. Parce que je crois que le rap, aujourd'hui, doit être un carrefour. Un lieu où les générations se rencontrent, où les héritages se mélangent, où le moderne respecte le traditionnel. Et puis, il y a eu les tournées internationales. Je me souviens encore de mon premier show à Kbarno, Paris, dans une petite salle du 18e arrondissement. La moitié du public était composée de jeunes de la diaspora, l'autre moitié de Français curieux de découvrir le rap sénégalais. Et à la fin du concert, un jeune est venu me dire « Ngaka, ton son m'a fait pleurer. Ça m'a rappelé mon quartier à Pikine et mon grand-père. » Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Depuis, j'ai joué à Bruxelles, à Montréal, à Milan, à Barcelone, à Abidjan. Et à chaque étape, je voyais des visages familiers. Des gens qui me disaient « On t'écoute depuis là-bas, continue ». C'est là que j'ai compris que ma musique dépassait les frontières. Elle portait le voix de ceux qu'on n'entend jamais. Mais je ne voulais pas juste être un rappeur de scène. Je voulais aussi m'abattir quelque chose de concret. Alors j'ai créé ma propre structure, un label indépendant, géré par des jeunes comme moi. Pas une grosse machine, non. Une petite équipe soudée, passionnée, qui croit à la force du travail et de l'authenticité. On produit nos sons, nos clips, nos visuels. On contrôle notre image. On ne dépend de personne. Dans ce label, j'accompagne aussi de jeunes rappeurs. Je leur apprends à écrire, à structurer un projet, à défendre une vision. Je leur parle aussi d'éthique, de patience, de stratégie. Parce que beaucoup veulent brûler les étapes. Mais moi, je leur dis, la vraie réussite, c'est celle qui dure. En parallèle, j'ai lancé des ateliers dans les lycées et les maisons de jeunesse. On y parle de rap, mais aussi de vie, de rêve, de pression sociale, de réussite personnelle. Je dis aux jeunes, tu peux venir d'un quartier difficile et réussir sans trahir tes valeurs. Je leur dis que j'ai connu la rue, la garde à vue, la rumeur, mais que je suis encore là, debout, libre.
fier. Un autre projet qui me tient à cœur, c'est El Festival Blindé Voice, qu'on a organisé pour la première fois à Dakar. Le concept, réunir des rappeurs, des poètes, des conteurs, des danseurs pour une grande scène urbaine libre. Pas de hiérarchie, pas de compétition, juste des artistes qui partagent leurs talents. On a fait venir des jeunes de tout le pays, de Ziguinchor à Saint-Louis, de Kaolack à Thiès. C'était magique, une énergie brute, vraie, sincère. Mais au-delà de la scène, je voulais aussi que ce festival serve à quelque chose. Alors on a mis en place des mini-ateliers de sensibilisation. Sur la migration, l'égalité, la citoyenneté, on a parlé de santé mentale. Un sujet souvent tabou chez nous. Et les jeunes ont parlé, sans filtre. C'était fort. Je ne suis pas parfait. Je ne prétends pas être un modèle. Mais j'essaie de m'ouvrir des espaces, de créer des ponts, de tendre la main. D'ailleurs, sur le plan artistique, j'ai aussi fait des collaborations inattendues. J'ai rappé avec des musiciens traditionnels, des artistes de reggae, des chanteurs soufis. J'ai même écrit un morceau avec un orchestre symphonique. Oui, un orchestre complet. On a fusionné les tambours sabars avec les violons, les cuivres et les samples électroniques. C'était fou, mais c'était beau. Parce que je crois que le rap peut dialoguer avec toutes les formes d'art s'il garde son essence. En ce moment, je travaille sur un beau documentaire autobiographique. Un projet visuel où je retrace mon parcours depuis les ruelles de Dakar jusqu'aux grandes scènes africaines. On y voit mes doutes, mes blessures, mes rencontres, mes renaissances. C'est un projet intime que je veux offrir à ceux qui me suivent depuis le début. Pas pour me glorifier, mais pour raconter une histoire vraie et peut-être inspirer d'autres parcours. Je suis aussi très actif sur les réseaux sociaux, mais pas pour me montrer, pour ça transmettre. Je fais des lives où je parle sans filtre, de la vie, de la politique, du racisme, de l'avenir du Sénégal. Je réponds aux messages, je lis les commentaires, je garde le lien, parce que je n'oublie jamais d'où je viens. Et ma musique continue d'évoluer. Des titres comme Nyanalla, Teud Teud ou Pink Me montrent une nouvelle maturité. Le flow est plus posé, le fond plus réfléchi, la production plus soignée. J'assume d'être un artiste qui t'est vieilli avec style, qui parle aux jeunes, mais aussi aux anciens, qui sait se renouveler sans se renier. Aujourd'hui, Nyaka Blindé, ce n'est plus juste un rappeur de clash, c'est un homme de culture, un témoin, un bâtisseur. Je regarde derrière moi et je vois le chemin parcouru, mais je regarde aussi devant, et je sais qu'il reste tant à faire. Je rêve d'un centre culturel urbain, à Dakar, un lieu pour créer, former et partager. Je veux investir dans l'éducation artistique, dans la santé mentale des artistes, dans la sauvegarde de notre patrimoine musical. Parce que le vrai héritage, ce n'est pas ce qu'on fait pour soi, c'est ce qu'on laisse aux autres. Et si ma voix, ma rage, ma peine, mes mots peuvent nourrir les générations qui viennent, alors je continuerai. Avec foi, avec passion, avec engagement. Je suis Ngaka Blindé, je viens de loin, mais je vais plus loin encore. Quand les caméras s'éteignent, quand la scène est vide et que la foule est repartie, il ne reste que moi. L'homme. Pas le rappeur. Pas l'image. Juste moi. J'ai longtemps été absorbé par ce métier. Le public, la scène, les projecteurs, les clashs, les réseaux. Tout s'enchaînait à un rythme fou. Et dans cette course, j'ai parfois oublié de m'arrêter, de respirer, de me demander « Et moi, comment je vais vraiment ?» J'ai grandi dans une famille modeste, fière, ancrée dans les valeurs traditionnelles et religieuses. J'ai été élevé avec une éducation stricte mais juste. On m'a appris à ne jamais baisser la tête, à toujours défendre mes principes, à honorer ma parole. Ces fondations m'ont forgé. Et aujourd'hui encore, malgré le bruit autour de moi, elles m'aident à garder l'équilibre. Dans ma vie personnelle, il y a une personne qui incarne cette stabilité. Ma femme, Aïcha Koné. Beaucoup ne le savent pas ou ne réalisent pas depuis combien de temps elle est là. Mais Akam, c'est une femme qui a traversé les tempêtes avec moi. Pas devant les projecteurs, mais dans l'ombre, avec discrétion, avec loyauté, avec amour. Aïcha, c'est mon repère. Celle qui me parle vrai quand tout le monde m'applaudit pour de faux. Celle qui connaît mes doutes, mes blessures, mes nuits blanches. Celle qui voit l'homme quand le monde ne regarde que le personnage.
Elle n'a jamais cherché la lumière, elle a toujours préféré la vérité. Et cette vérité-là, elle m'a sauvé bien des fois. Notre mariage, ce n'est pas une image Instagram. C'est une construction, une route pavée de hauts et de bas, de remises en question, de complicité, d'écoute. On n'a jamais cherché à s'exposer, parce que dans ce monde-là, trop de regards peuvent abîmer ce qui est sacré. Mais je ne peux pas parler de ma vie personnelle sans parler d'elle. Elle fait partie de ma force, de ma paix, de mon équilibre. Être marié ne m'a pas empêché d'avoir des doutes, des moments difficiles ou des incompréhensions. Mais ça m'a obligé à me responsabiliser, à ne plus tout voir à travers le prisme du rap, de la rue ou du buzz. Aïcha m'a appris à réfléchir à long terme, à penser famille, avenir, valeurs. Aujourd'hui, je suis aussi père. Et cette paternité m'a bouleversé. Elle m'a fait changer de regard sur le monde. Ce n'est plus pour moi seul que je me bats, c'est pour mes enfants, pour qu'ils aient ce que je n'ai pas eu, pour qu'ils me voient debout, digne, droit. Même quand c'est dur. Ma spiritualité m'accompagne dans tout cela. Je suis un croyant, profondément. Pas dans le discours, mais dans le quotidien. Je prie, je médite, je me remets en question. La foi, c'est mon point d'ancrage. C'est ce qui m'a permis de tenir bon dans les tempêtes, les échecs, les jugements, les trahisons, les déceptions. Dans ce milieu, les relations humaines sont compliquées. Les sourires peuvent être des masques. Les accolades peuvent cacher des coups de poignard. Mais j'ai appris à m'entourer des vrais. Des frères discrets. Des gens comme Moussa, qui me connaît depuis mes débuts et qui n'a jamais changé. Pas un flatteur, un conseiller. Quelqu'un qui me dit la vérité même quand elle fait mal. J'ai été trahi. Beaucoup. Par des proches, par des partenaires, par des gens que j'avais considérés comme des frères. J'ai mis du temps à digérer certaines choses. Mais j'ai aussi compris que ces douleurs-là bien font grandir. Elles ne te tuent pas, elles te sculptent. Et dans tout ça, je reste un homme simple. Je n'ai jamais cherché à devenir une star. Je voulais juste faire entendre ma voix. Et aujourd'hui encore, malgré la notoriété, je prends du temps pour moi. J'écris, je marche, je lis, je médite. J'ai appris à bien me préserver. Parce que si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des autres. Côté sentimental, mon mariage est ma fondation. Aïcha connaît mes failles, mes colères, mes silences. Elle sait quand il faut parler et quand il faut juste être là. Elle est ma partenaire, pas juste dans le couple, mais dans la vie. Et si aujourd'hui je peux être Ngaka blindé avec autant de constance, c'est en grande partie grâce à elle. Je n'ai jamais aimé exposer ma vie amoureuse dans les médias. Pas par honte, au contraire, par pense-respect. Ce qu'on construit à deux mérite d'être protégé. Et je pense que le public ressent ça. Ils savent que je suis vrai. Que ce que je ne dis pas en musique, je le vis en silence, avec intensité. Alors oui, je suis un homme public, mais je suis aussi un mari, un père, un fils, un ami. Et cette part-là, celle que peu voient, c'est celle qui me rend humain. C'est celle qui me sauve quand le feu monte trop haut, quand la pression devient lourde, quand je doute de moi. Je suis Ngaka blindé, mais avant tout, je suis un homme. Un homme qui aime, qui croit, qui apprend, qui chute, qui se relève. Un homme qui sait d'où il vient et qui sait pour qui il se bat. Je ne sais pas combien de temps encore je ferai de la musique, combien d'albums, de concerts ou de featuring il me reste à offrir. Mais une chose est sûre, je veux que chaque chose que je laisse derrière moi ait un sens. Je ne veux pas juste faire danser, je veux faire réfléchir, toucher, réveiller, construire. J'ai souvent dit que je ne suis pas un simple rappeur. Je suis un messager, un témoin de mon époque. J'observe la société, j'écoute le peuple, je vois les injustices, les frustrations, les colères silencieuses. Et je les transforme en mots, en mélodies, en révoltes artistiques. Mon rap est un miroir. Il reflète ce que beaucoup n'osent pas dire. Aujourd'hui, je pense à l'héritage. Pas seulement le mien. Celui de toute une génération d'artistes qui ont décidé de faire du micro une arme de construction massive. Un outil pour ouvrir les esprits, pour réveiller les consciences, pour faire entendre les sans-voix. On ne fait pas que du rap, on construit une mémoire. Je pense souvent aux jeunes qui m'écoutent, ceux qui me prennent pour exemple, ceux qui reprennent mes textes mot pour mot, ceux qui se disent que s'ils viennent de loin, eux aussi peuvent aller loin. C'est pour eux que je suis toujours debout. C'est pour eux que je continue à me battre, même quand c'est dur, même quand le doute me ronge.
Je rêve d'un rap sénégalais encore plus fort, encore plus libre, encore plus ancré dans nos réalités. Je rêve d'une scène où chaque artiste aura sa place, sans guerre d'ego, sans clash inutile. Une scène où le talent primera sur le buzz. Une scène qui nous rassemble. Je rêve aussi d'un Sénégal où la jeunesse aura sa place, pas seulement dans les concerts, mais dans les décisions, dans les projets, dans la construction du pays. Un Sénégal où la culture ne sera plus considérée comme un loisir, mais comme un pilier. Parce qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme. J'ai eu mes hauts et mes bas. J'ai fait des erreurs. J'ai parfois parlé trop fort, ou trop tôt. Mais j'ai toujours été sincère. Je n'ai jamais triché. Ce que je pense, je le dis. Ce que je ressens, je l'écris. Et ce que je vis, je le partage. C'est ça, être Ngaka blindé. Je ne suis pas parfait, je ne cherche pas à l'être. Mais je veux être vrai, être utile, laisser une trace, pas juste un nom sur une affiche, mais une voix dans les cœurs. Un souvenir dans l'histoire du rap, et plus largement dans l'histoire de mon pays. Alors oui, j'ai commencé dans la rue, entre freestyle et galère. J'ai connu les clashs, les coups bas, les critiques, la prison même. Mais aujourd'hui, je suis encore là. Plus fort, plus lucide, plus humain. Je suis marié, je suis père, je suis croyant, et je suis fier de chaque pas parcouru. Fier de mon équipe, fier de mon parcours, fier de mon peuple, fier de moi. Et si vous êtes encore là, à écouter ces mots jusqu'à la fin, je vous remercie du fond du cœur. Parce que sans vous, sans votre soutien, sans votre attention, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Vous avez cru en moi quand peu de gens y croyaient. Vous avez partagé ma musique, défendu mon nom, transmis mes paroles. Merci à vous. Pour votre temps, votre écoute, votre fidélité. Si cette histoire vous a touché, si vous avez appris quelque chose, si vous avez vu un homme derrière le rappeur, abonnez-vous à la chaîne. C'est votre façon de dire « Continue, ne t'arrête pas ». Et moi, tant que vous serez là, je continuerai. Parce que la voix de Ngaka blindé ne s'éteindra pas, elle grandira, avec vous.